En fait, c'est une épreuve pour la mondialisation, mais la mondialisation va continuer. Je l'espère, c'est une épreuve, et comme toute épreuve, je l'espère que ça va amener à une opportunité. Mais en même temps, c'est c'est un moment difficile pour le monde, un moment où des sentiments d'incertitude, d'imprévisibilité, de fragilité, de sidération se sont imposés. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce virus a imposé le confinement au monde entier. Le confinement est devenu mondialisé. Et ça veut dire que la mondialisation est là, elle existe. En fait, le monde a subi trois grands chocs. Le premier choc, il est géopolitique. C'est le 11 septembre 2001, avec toutes ses conséquences géopolitiques qu'on connaît. Le deuxième choc, c'est la crise de 2009, financière, à partir des États-Unis, devenue économique, s'est installée en Europe. Et puis voilà, le troisième choc, il est sanitaire, 2020, et il conduit le monde à une crise qui va durer un an, peut-être plus, avec des conséquences. Bien sûr, c'est cette crise de Covid va pousser le monde entier et les États à réfléchir, à réfléchir sur la nature même de la politique économique elle-même. Elle-même. Ils vont donner plus d'importance avant tout à la sauvegarde de la santé, qui est un bien commun essentiel, la protection aussi des pauvres et des marginaux, donc la protection sociale, et puis très rapidement, ce débat entre confinement et déconfinement, ils vont être obligés de mettre en place des politiques de relance. Et comme en 2008, l'année 2008-2009, l'année de la création du G20, le G20 va se réunir. Il y aura une sorte de concertation entre les pays développés et les grands pays émergents pour lancer ce plan de relance. Et déjà, on constate, comme en 2009, les États-Unis, qui étaient le point de départ de la crise, ont été aussi le point de départ de la sortie de la crise. Cette fois, c'est la Chine. La Chine, first in et first out. Ça a été le premier pays qui a accueilli la crise, et puis ça va être le premier pays à sortir de la crise. C'est une crise importante, globale, qui va toucher le monde entier, et qui, avec des effets qui rappellent un peu la crise de 29. Même si cette fois, il faut bien le dire, heureusement d'ailleurs, le secteur financier et le secteur bancaire est plutôt solide. À cause, pourquoi? À cause des mesures qui ont été prises au niveau international après 2009. On a obligé les banques à, à solidifier leur base et notamment leurs fonds propres. Ceci dit, je veux dire, dès le départ, je ne crois pas que cette crise va entraîner une démondialisation. Pas du tout. Au contraire, la mondialisation va continuer, mais autrement. Pourquoi? Parce que même actuellement, en pleine crise, on constate trois choses qui font partie de la mondialisation. Les interdépendances entre les tissus productifs, entre les pays. Ça veut dire, quand il y a interdépendance, il y a la compétition, mais en même temps la possibilité et la nécessité de la coopération. Exemple, le vaccin. Le vaccin est aujourd'hui un objet de compétition, mais aussi un objet de coopération. Et c'est nécessaire. Deuxième chose, deuxième élément important qui montre que la mondialisation est là, c'est que nous vivons depuis 2010, clairement, mais maintenant, une nouvelle bipolarisation entre deux grandes superpuissances économiques et peut-être l'une est aussi géopolitique, l'autre va le devenir aussi, les États-Unis et la Chine. Et entre les deux, on a constaté à partir de 2008, la crise de 2008 et maintenant la crise
de 2020, la confrontation semble être commerciale, elle est devenue sanitaire, elle deviendra demain stratégique et culturelle. Et puis la troisième chose importante, c'est que la force motrice de la mondialisation, c'est les nouvelles technologies, le numérique. Eh bien, on constate que pendant la crise, le numérique a amélioré sa position. Les GAFRAM américains ou les BATS chinois ont renforcé leur position, mais, 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 cette crise du Covid, quand même, parce qu'elle est sanitaire, parce qu'elle a entraîné le confinement, a entraîné des ruptures dans les chaînes de valeur mondiales. L'automobile, l'aéronautique, les produits pharmaceutiques, tout. Et ceci va amener à des redéploiements de la politique économique. Certainement, les États vont privilégier la proximité. Et qu'est-ce que ça veut dire la proximité? Avant tout, produire chez soi. Donc c'est un peu de protectionnisme. Pas nécessairement douanier, mais qui utilise d'autres instruments. Produire national. Les États vont essayer de produire national essentiellement. Deuxièmement, les États vont promouvoir la proximité régionale, à côté. On le constate. L'Union européenne, qui vivait une inertie depuis 2008, a réussi, par exemple, à mutualiser la gestion de la dette et donc de la politique de relance, mais ça peut être pour elle une opportunité pour relancer l'intégration européenne. Et dans ce cadre-là, les Européens sont en train de parler de relocalisation. Donc, amener. Et c'est là où, à nous aussi de leur dire, la relocalisation doit se faire au niveau régional. C'est-à-dire avec nous, avec l'Afrique et avec la Méditerranée, et pour donner une certaine centralité à la Méditerranée. Je reviendrai à cette question. Donc, c'est aux Européens maintenant, pour réussir la relocalisation, de s'intéresser à l'Afrique, de s'intéresser à la Méditerranée. Je dirais même, la refondation du monde se fera à partir de la renaissance de la région de la Méditerranée et de la renaissance de l'Afrique et de la création d'une verticale Europe-Afrique avec une centralité Méditerranée. Les États ont été obligés, les États avant tout développés, et tout le monde, de laisser tomber l'orthodoxie économique et financière. C'est-à-dire de ne pas nécessairement respecter des normes du Fonds monétaire ou de Maastricht, un déficit de 3% du budget, une dette publique qui ne doit pas dépasser 60%, etc. Donc, parce que on était obligé de répondre à une exigence de confinement, donc du social, et puis de la crise. Donc, à partir de là, l'État a repris deux fonctions qu'il avait peut-être oubliées. La fonction d'un État protecteur, qui protège les plus faibles, les plus fragiles, les plus marginaux. Donc la politique contre la mauvaise distribution des revenus et des ressources. Et la deuxième, un État stratège. Cette relance, c'est l'État, ça va se faire avec le privé bien sûr, mais c'est l'État qui va l'encadrer. Les États auront à redéployer leur politique publique autour de la gestion de ce que j'appelle les biens communs. Les biens communs de tout le monde. Pauvres, riches, sous-développés. Quels sont les biens communs? C'est trois, essentiellement. C'est la santé qui s'est imposée comme un bien commun. On le constate, on est obligé de s'occuper. C'est aussi les inégalités, l'iniquité dans le monde, qui est devenu là aussi un bien commun, et c'est la pauvreté. Et le troisième point, c'est l'environnement. On a constaté par exemple que
il y a eu une réduction de la pollution pendant les mois de confinement. Ah, donc c'est le moment de réviser la politique énergétique, de réviser, de donner plus d'importance à ce qu'on appelle l'économie verte. Bien sûr, ces politiques de relance vont poser des problèmes à moyen terme. Comment les financer? Voilà la question principale. Les pays développés, les grands, ont presque trouvé une solution. Ils ont utilisé leur banque centrale, qui a monétisé les dettes. Et même les Européens ont réussi une chose importante, mutualiser leurs dettes. C'est-à-dire que, en gros, les riches vont prendre en charge une partie du coût de la dette des plus fragiles. Alors c'est là où, je reviendrai peut-être au cas marocain, qu'il est important qu'il y ait une concertation internationale nécessaire au niveau du G20, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, pour trouver une solution à la dette des pays pauvres et la dette des pays en développement. Donc, à partir de là, les trois biens dont j'ai parlé, à partir de l'intérêt qu'on doit accorder à la gestion de la dette dans les pays en voie de développement, et je pense à notre pays, la politique de demain, c'est là où on peut dire c'est une chance, c'est une opportunité, cette épreuve, doit être une politique plus de partage. De partage, parce que la santé, c'est du partage, le social, c'est du partage, et l'environnement, c'est du partage. Et c'est ainsi que l'Afrique pourrait devenir un point focal de la refondation. D'autant plus que l'Afrique, maintenant, avec ses problèmes posent des problèmes pour le monde. C'est essentiellement la pression démographique. Et à partir de la pression démographique, on pense à beaucoup de choses. On pense aux flux migratoires, on pense aux problèmes sécuritaires, on pense à la déstabilisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une de vos questions. Tout peut se passer. Nous vivons une rupture, et dans une rupture, tout est possible. Les politiques du mal et les politiques aussi du bien. Pour la crise de 2020, certainement, il y a les tendances qui ont commencé depuis 10 ans vont se renforcer. Première tendance, l'interdépendance. Et ça, c'est une bonne chose pour le monde. Parce que l'interdépendance, ça veut dire que nous avons des intérêts communs. Ça veut dire que l'interdépendance amène plutôt à la paix, et non pas à la confrontation. C'est l'idéologie et la stratégie qui amènent à la confrontation. La deuxième tendance, qui est claire, qui est nette, c'est cette bipolarisation États-Unis-Chine, et qui appelle à la naissance d'une troisième pôle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à une multipolarité. Et puis la troisième tendance, qui s'est renforcée pendant la crise, et qui le sera encore plus après, c'est la force motrice des nouvelles technologies va continuer, le numérique et l'intelligence artificielle. Pour conclure, vous savez, le monde a été réorganisé par les deux grands après la guerre. Les deux grands, l'URSS et les États-Unis. Sur le plan politique, l'ONU. Il a été réorganisé par l'Occident avec le leadership américain sur le plan économique. Fonds monétaire, Banque mondiale, GATT. Et depuis ces derniers temps, depuis 2008, avec la montée de la Chine, avec les États-Unis qui sont gênés par cette montée, on constate que le multilatéralisme recule, essentiellement avec les initiatives américaines. Les États-Unis qui quittent l'UNESCO, l'OMS, l'accord de Paris sur l'environnement, l'accord nucléaire sur l'Iran, tout ça. Or, il est important, puisqu'il y a interdépendance économique, il faut qu'il y ait un multilatéralisme politique.
mais qui doit tenir compte, c'est certain, des nouveaux rapports de force. L'Occident n'a plus le monopole, comme en 1945, mais il est important. L'Asie monte, et avec elle la Chine, mais aussi l'Inde, sans oublier le Japon et la Corée et le reste. Donc, et il est important pour nous qu'il y ait un troisième pôle. Et cette nouvelle gouvernance a créé, comme en 1949, l'a créé à partir de ce qui se passe actuellement, 2020. Et c'est en ce sens que l'après 2020, je crois, va être aussi important que l'après-guerre. Mais il y aura une concertation, il faut que l'Occident accepte la montée des autres. Et il faut que les autres, c'est-à-dire la Chine, acceptent l'Occident tel qu'il est. Cela veut dire, quand on dit une gouvernance multipolaire, ça veut dire qui est fondée sur toutes les civilisations. Plus seulement la civilisation occidentale, mais les civilisations asiatiques et les civilisations arabo-musulmanes et bien sûr les apports et les civilisations africaines.